Alors, le titre que j'ai choisi pour cette conférence est un peu peut-être intriguant. Pourquoi la pandémie nous force à reconsidérer les rapports entre les sciences naturelles et les sciences sociales? Alors, j'espère qu'on ne prendra pas pour une provocation déplacée le fait de parler des rapports entre sciences sociales et sciences naturelles, et notamment la biologie, devant des sociologues qui attendent ordinairement du conférencier qu'il traite de questions purement sociologiques. Je vais essayer au cours de cette conférence de montrer l'intérêt de s'approprier en tant que sociologue une partie des connaissances biologiques existantes ou de sociologiser des objets ordinairement étudiés par les biologistes de formation. Mon seul but sera d'amplifier le regard sociologique et non de le réduire, en le mettant en perspective et en l'enrichissant d'une interrogation sur le vivant qui est suscitée par la situation sanitaire mondiale que nous traversons depuis plus de 2 ans maintenant. La pandémie mondiale de coronavirus, Covid-19, a produit et continue de produire des bouleversements importants dans toutes les sociétés du monde. La propagation du virus, avec ses variants successifs, et les actions menées par les États face aux problèmes ont eu des effets sur toutes les dimensions de la vie en société, avec une augmentation des inégalités sociales et un réarrangement de ce que Erving Goffman appelait l'ordre de l'interaction. Tout d'abord, la pandémie de Covid-19 a placé une loupe sur toutes les formes d'inégalité. Elle a été l'occasion de constater les probabilités inégales de contamination par le virus en fonction des conditions de travail et de logement des personnes, de même que les inégalités sociales devant la situation de confinement, selon la taille et la nature des logements, selon les ressources économiques. Et l'accès inégal, d'un point de vue mondial, à des structures hospitalières, des médicaments et des vaccins. Sur ces derniers points, le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné le 19 mai 2021, il y a déjà plus d'un an, la nécessité d'accroître l'aide à l'Afrique face à la pandémie, notamment en matière de vaccins, mais aussi en termes de tests, de médicaments et de traitements adaptés. Il a jugé, le Conseil de sécurité de l'ONU, préoccupant le fait que l'Afrique n'ait reçu jusqu'alors que 2% de tous les vaccins administrés à l'échelle mondiale. Et c'est toujours le même Conseil de sécurité qui indiquait que les pays riches, qui ne représentent que 15% de la population mondiale, avaient profité de 45% des vaccins produits dans le monde, tandis que l'Afrique n'avait reçu que 1,8% de ces doses. Par ailleurs, au niveau national, les gouvernements ont mis en place une série de mesures sanitaires telles que la restriction de la circulation des personnes, les tests de dépistage, la vaccination, la mise en place de gestes barrières, comme nous disons en France. Je ne sais pas si on dit comme ça de votre côté, notamment ce qui a été appelé la distanciation sociale et qui est en fait une distanciation physique. L'obligation du port du masque, parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur des espaces clos, l'utilisation de gel hydroalcoolique, l'aération des salles, etc., etc. Ces pratiques et dispositifs suscités par un simple virus qui constitue une menace sur nos corps et en même temps qu'il fait de chacun d'entre nous une menace potentielle pour autrui, forcent à s'interroger sur notre rapport au vivant et au-delà, à sortir des cadres confortables de l'autonomie disciplinaire pour saisir l'occasion d'apprendre ce que la biologie et toutes les sciences naturelles, médecine, écologie, éthologie, ont à nous apprendre sur le fonctionnement du monde social humain et l'évolution des sociétés humaines. Les sciences sociales sont habituées à ne prendre en compte dans leur analyse que les rapports entre humains, en tenant compte bien sûr aussi des produits des activités humaines qui pèsent sur ces rapports. Mais elles considèrent comme extérieur aux sociétés humaines le reste du vivant,
perçu essentiellement comme un réservoir de nourriture végétale et animale pour l'humanité. Or, la pandémie de coronavirus, avec tous les effets qu'elle produit, nous rappelle que nous ne sommes pas en interaction seulement entre humains, mais avec l'ensemble du monde vivant. La pandémie intervient à un moment où la conscience écologique mondiale n'a jamais été aussi forte, avec la prise de conscience notamment des effets destructeurs en retour sur la vie humaine, de nos activités industrielles et de nos modes de vie. Pandémie et réflexion écologique se croisent dans la mesure où nous savons que nous sommes en grande partie responsables de la zoonose, c'est-à-dire de la maladie infectieuse qui passe de l'animal à l'homme, dont nous sommes aujourd'hui victimes. En détruisant la biodiversité, en détruisant aussi les écosystèmes, des virus qui étaient portés jusque-là par des chauves-souris, qui n'en sont pas elles-mêmes affectées, ont été transmis à des animaux en contact avec l'homme. Plus nous détruisons les espèces qui nous entourent, et plus nous augmentons les chances que les virus ou les bactéries nous choisissent comme hôtes. Alors, bien avant que nous prenions conscience, scientifiquement, de l'existence de virus, de bactéries ou de parasites, les sociétés humaines ont inventé de nombreuses pratiques qui leur ont permis de diminuer les risques de tomber malades et de mourir. Les pratiques de conservation des chairs animales dans la glace ou par des pratiques de fumage ou de salage sont plurimillénaires. De même, la maîtrise du feu, il y a environ 400 000 ans, et la cuisson des aliments a objectivement permis de manger plus sainement des viandes ou des légumes débarrassés de toutes sortes de virus, de bactéries et de parasites. L'expérience de la maladie et la recherche de moyens de protection contre la maladie ont conduit l'humanité pratiquement, empiriquement tout d'abord, et de plus en plus scientifiquement ensuite, à inventer des façons de faire, de conserver la nourriture, de la cuire, de la laver, etc., entièrement guidées par l'existence d'autres êtres vivants invisibles à l'œil nu. Nous croyons souvent, et l'histoire des historiens renforce bien souvent cette vision erronée des choses, que nos différentes pratiques sont le produit d'une histoire humaine parfaitement autonome. Or, nous découvrons finalement que nous n'avons jamais cessé d'interagir avec des virus, des bactéries, des parasites, des végétaux qui fournissent l'oxygène nécessaire à la vie animale et qui sont des ressources alimentaires centrales, et aussi des animaux non humains, et que si l'humanité a réussi à survivre sur Terre, c'est parce qu'elle a su gérer son rapport au vivant en inventant des milliers de parades protectrices lorsque des dangers se présentaient. Puisque je viens de lancer une petite pique contre l'histoire qui envisage l'histoire d'un monde exclusivement composé d'humains, mais j'aurais pu en dire de même de la majorité des anthropologues et des sociologues, je me sens obligé de citer le travail d'un historien qui fait exception avec quelques autres. Il s'agit de Kyle Harper, qui est professeur d'histoire ancienne à l'Université de l'Oklahoma, spécialiste de l'Antiquité tardive, et qui a publié récemment un livre excellent montrant l'importance des maladies dans la trajectoire et la structuration des sociétés humaines. Le titre est Plagues upon the Earth, Disease and the Course of Human History. C'est une publication chez Princeton University Press en 2021. Ce que dit Harper, c'est que globalement, dans un monde moderne, industrialisé et médicalisé, le risque de mourir d'une maladie infectieuse est devenu extrêmement faible parce que nous avons inventé des dizaines, voire des centaines de pratiques et de moyens techniques nous permettant de limiter les risques d'être infectés. Alors, je vais faire une longue citation de Harper, de l'ouvrage que j'ai cité. Voilà ce que dit Harper. Prenez par exemple une matinée ordinaire. Si vous avez la chance de vivre dans un pays développé, vous commencez par marcher sur un carrelage froid, mais facile à désinfecter, pour aller déposer une centaine de grammes de sel
dans un dispositif que vous vidangez avec une chasse d'eau. Quelques litres d'eau, emportant avec eux près de 9 milliards de bactéries, sont évacués pour être traités. 2 fines épaisseurs d'origine végétale ont réduit le contact entre vos déchets et vos mains. Mais par précaution, vous les lavez quand même, avec du savon contenant des antiseptiques. Puis vous entrez dans la cuisine, vous ouvrez une armoire réfrigérée et vous sentez qu'il en sort un air à 4 degrés. Juste la bonne température pour ralentir la décomposition des fruits, légumes et animaux morts qui s'y trouvent. Vous attrapez quelques tranches de porc bien emballées dans un film de cellulose imperméable qui empêche les bactéries et l'oxygène d'entrer. En utilisant une technologie des plus anciennes, vous allumez un feu ou au moins tournez un bouton qui le fait pour vous et vous chauffez votre viande jusqu'à ce qu'elle soit autour de 65 degrés et que les microbes qui s'y trouvent soient bien morts. Lorsque vous buvez un verre d'eau, le fait qu'elle ait été légèrement chlorée avant d'arriver à votre robinet vous évite d'avoir à vous inquiéter d'attraper une affreuse maladie intestinale. Et si vous préférez un verre de lait de vache, soyez rassurés, tous les passagers clandestins que sont les microbes ont été exterminés à l'issue d'un processus mis au point par le père de la théorie microbienne, lui-même, Louis Pasteur. Ventre apaisé, vous quittez votre maison, propriété de la banque qui vous a consenti un prêt sur 30 ans, sûr que vous vivrez assez longtemps pour le rembourser. Vous passez par une porte étanche aux rongeurs, moustiques et autres transporteurs de microbes. Peut-être faites-vous monter vos enfants dans votre voiture familiale pour les emmener à l'école où ils passent plus d'une décennie à emmagasiner des connaissances complètement confiants dans l'avenir qui les attend. Heureusement, il n'y a pas de risque à mettre vos petits chéris dans un bâtiment avec quelques centaines d'autres humains, puisqu'ils ont un système immunitaire artificiellement préparé par des vaccins à résister à toute une variété de maladies à moitié oubliées. Vous acceptez de supporter de bonne grâce les rhumes et autres maux de gorge saisonniers comme le prix à payer pour vivre sur une planète surpeuplée. Tout notre mode de vie dépend du contrôle des maladies infectieuses. Mais la domination exercée par Homo sapiens sur ses ennemis, les microbes, est extraordinairement récente. Tout au long de la majeure partie de l'histoire de l'humanité, les microbes et les parasites dominaient. Les maladies infectieuses ont été la principale cause de décès jusqu'au XXe siècle. Il y a eu environ 10 000 générations d'êtres humains jusqu'à aujourd'hui. Pour toutes ces générations, à l'exception des 3 ou 4 dernières, la vie était courte et ne durait qu'une trentaine d'années en moyenne. Mais cette moyenne est trompeuse, car dans un monde régi par les maladies infectieuses, la vie était à la fois courte et incertaine. Les maladies infectieuses se présentaient à la fois sous la forme de flux réguliers et de vagues massives et inattendues. L'élimination des maladies infectieuses a donc fait plus que multiplier par 2 la durée de vie moyenne. Elle a transformé nos attentes les plus élémentaires vis-à-vis de la souffrance et de la prévisibilité. Désolé pour cette longue citation, mais cette description par Harper condense un grand nombre de choses qui sont particulièrement importantes et que je vais reprendre petit à petit. Ce que ne dit pas Harper dans cette longue citation très intéressante, c'est que si nous avons appris à nous protéger des bactéries, des virus et des parasites, ce sont aussi nos pratiques humaines qui ont créé au cours de l'histoire les conditions d'apparition des épidémies. On sait notamment que c'est depuis le néolithique qu'on fait débuter généralement il y a environ 11 000 ans au Proche-Orient, avec l'accroissement démographique et l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, c'est à cette époque que les épidémies apparaissent de façon plus récurrente. Densité, promiscuité, contact avec une concentration d'animaux, voilà les éléments de base pour que des zoonoses et des épidémies puissent s'installer. Et comme depuis le début du néolithique, la population mondiale n'a cessé de s'accroître de façon exponentielle, que l'élevage est devenu industriel et intensif,
et que nous avons détruit beaucoup de biodiversité qui permettait de répartir la charge des microbes et des virus sur un grand nombre d'espèces, nos histoires, malheureuses avec les microbes et les virus, ne font sans doute, hélas, que commencer. Ce sera, je vous rassure, la... Si. D'accord. Alors, à la suite de quoi, ce que j'indiquais, c'est que certaines lois sociales de diffusion de certaines maladies n'ont de sens que parce que les épidémies mettent en jeu la vie de virus qui ont des conditions propres de survie, de reproduction et de transmission que décrivent et analysent fort bien la biologie et l'épidémiologie. Comme l'écrivait déjà en 1933 le sociologue durkheimien Maurice Halbwachs, on pourrait dire que si le sociologue constate qu'il y a un rapport entre le taux de la mortalité et le degré de l'entassement des populations humaines, cette loi sociologique ne s'applique que parce que le microbe de la tuberculose existe et qu'elle est donc subordonnée à des circonstances organiques. La domination de l'espèce humaine sur Terre est franche et massive. Les biologistes qualifient l'homme de super-prédateur. Et le paléoanthropologue français Jean-Jacques Hublin, qui est professeur au Collège de France, parle à propos d'Homo sapiens d'une espèce invasive. Mais cette domination sans partage est aussi paradoxalement ce qui fait sa vulnérabilité en tant qu'hôte privilégié de ces micro-organismes. Après avoir dressé le portrait des sociétés modernes très armées dans la guerre contre microbes, parasites et virus, Harper, donc cet historien américain, note toutefois que la maîtrise des microbes qu'exerce l'humanité est non seulement récente, mais incomplète et inégale géographiquement. Incomplète et incertaine, notre maîtrise des maladies infectieuses l'est parce que l'adversaire est en perpétuelle mutation, comme c'est le cas de l'ensemble du vivant, bien sûr, et que nous ne sommes jamais sûrs de pouvoir disposer des outils, médicaments et vaccins notamment, permettant de faire face à de nouveaux virus ou à de nouvelles bactéries. La pandémie de sida, contre laquelle nous n'avons toujours pas de vaccin, puis celle concernant le Covid-19, nous ont rappelé notre relative vulnérabilité à cet égard. Inégale géographiquement, parce que dans une grande partie du monde, les maladies infectieuses restent une menace quotidienne. Être libéré de la peur des épidémies est un privilège qui n'est pas uniformément réparti autour de la planète. Alors, comment ouvrir un dialogue fécond avec les sciences de la nature? Le premier fait qui devrait nous conduire, nous, sociologues, et plus généralement, nous, chercheurs en sciences sociales, à nous intéresser à la connaissance produite par les sciences naturelles, est lié au fait qu'une partie de la structuration des sociétés humaines est le produit d'une interaction, non pas entre les êtres humains, mais avec des éléments du vivant dont nous dépendons et qui dépendent aussi de nous. C'est un fait indissociablement biologique et social que les bactéries, les plantes, les champignons et les animaux entretiennent tous et toutes des relations d'interdépendance permanentes entre eux à l'intérieur d'une même espèce, ainsi qu'avec d'autres organismes vivants. Par exemple, ce que les biologistes appellent les holobiontes. Ce sont des ensembles composés par un organisme animal ou végétal et les micro-organismes qui l'hébergent. Ce sont aussi les réseaux mycorhiziens. Lorsque les racines de deux plantes sont colonisées par un même champignon mycorhizien et reliées entre elles. Ce sont les interdépendances entre diverses espèces végétales, entre espèces végétales et espèces animales, comme les fleurs et les insectes pollinisateurs. Les interdépendances entre espèces animales et bactéries, ou entre espèces animales elles-mêmes, dont les relations entre humains et animaux non humains. Cette interdépendance est fondamentalement liée à la double nécessité pour chaque espèce de survivre en se nourrissant ou en tirant profit d'autres organismes vivants et de se reproduire et en même temps de se protéger des prédateurs ou des parasites qui cherchent à en faire de même. Rares sont les enseignements de sociologie où l'on rappelle que
nos propriétés en tant que mammifères placentaires tiennent au départ à des virus qui nous ont permis de porter les bébés chez les vivipares plutôt que de les pondre chez les ovipares. Pour cela, il a fallu que des virus soient utilisés, domestiqués pour diminuer certaines défenses immunitaires et permettre aux femelles de tolérer la présence d'un corps étranger en elles, le fœtus. 8% de notre ADN est de l'ADN viral, gènes de rétrovirus essentiellement. Les virus ne sont donc pas seulement autour de nous, mais en nous. Ils sont constitutifs de ce que nous sommes et nous leur devons notre mode de reproduction placentaire. De même, les guêpes parasitoïdes font porter leurs œufs par d'autres insectes, et notamment des chenilles, en injectant des éléments de virus qui permettent de désarmer les défenses immunitaires de la chenille. L'usage de ces virus est initialement dû au hasard, mais comme ils ont exercé une fonction qui n'était pas dangereuse, ils ont été maintenus et utilisés de façon pérenne pour assurer ces fonctions. Cela montre que dès que la vie a existé, elle a essayé, processus inintentionnel, cela va de soi, de tirer profit d'autres formes de vie avec qui elle coexistait. L'interdépendance est constitutive de ce que nous sommes. Il existe 3 grands types de relations d'interdépendance entre les membres d'une même espèce ou entre espèces, qui dépend de l'équilibre des forces en présence. Il y a le mutualisme, le commensalisme et le parasitisme, qui prennent dans l'espèce humaine la forme de la coopération équilibrée, de l'échange déséquilibré et de la domination ou de l'exploitation. Les êtres vivants interagissent entre individus de même espèce ou avec d'autres espèces pour collaborer, pour s'entretuer, pour se domestiquer. Par exemple, c'est le cas de l'élevage des pucerons par des fourmis. Darwin soulignait déjà le fait que, je le cite, la structure de chaque être organique est liée d'une manière on ne peut plus essentielle à celle de tous les êtres organiques avec lesquels il entre en concurrence pour la nourriture ou l'habitat, ou auxquels il doit échapper, ou qui sont ses proies. En donnant l'exemple de la structure des dents et des griffes du tigre, ou encore celle des pattes et des pinces du parasite qui s'accroche au pelage recouvrant le corps du tigre. Darwin montrait par ailleurs que la nature de ces conformations anatomiques interdépendantes entre espèces n'est pas due aux seules concurrences ou aux seules luttes, elle peut être aussi le produit des adaptations mutuelles avantageuses, heureuses, entre espèces pour la survie de l'une ou l'autre des espèces, ou même des deux à la fois. C'est ainsi qu'une espèce de fleur et une espèce d'abeille peuvent, je cite Darwin, se modifier et s'adapter lentement l'une à l'autre de la manière la plus parfaite. L'anatomie d'une espèce qui semble lui appartenir en propre et la définir n'est en fait que le résultat temporaire des relations changeantes qu'elle entretient avec l'ensemble des espèces vivantes, bactériennes, végétales ou animales, comme avec l'ensemble des conditions inorganiques, telles que les conditions climatiques, géographiques, technologiques, etc. Cette loi de l'interdépendance peut donner lieu à des comportements qu'on peut qualifier de sociaux chez de très nombreuses espèces animales et peut-être même dans tout le vivant, si l'on prend en compte le monde des bactéries ou celui des végétaux. Vie sociale des bactéries, animaux dits eusociaux, tels que les fourmis, les termites, les guêpes, les frelons, les abeilles, certaines araignées dites sociales, mais aussi les hyènes tachetées, les chiens sauvages africains, les crevettes sociales, les rataupes-nus ou les rataupes du Damara, sociétés animales de toutes sortes, nombreuses sont les espèces à s'organiser socialement sous la forme de groupes plus ou moins grands et plus ou moins durables. Les sociétés humaines ne sont donc que la poursuite de cette stratégie ou de cette solution évolutive, comme le soulignait déjà le grand préhistorien et anthropologue français André Leroi-Gourhan en 1964. Pour lui, la vie sociale n'est pas apparue avec Homo sapiens, mais bien avant son apparition, car, je le cite,
les faits de groupement à bénéfice mutuel chez les mammifères, plus largement chez les vertébrés, et plus largement encore dans tout le monde vivant, sont suffisamment nombreux pour montrer qu'il y a dans la vie sociale une option biologique fondamentale. Cela conduit à penser que si la sociologie n'avait pas été victime d'une opposition entre nature et culture, inné et acquis, biologique et social, elle aurait pu très logiquement ambitionner d'être l'étude de toutes les formes de société humaines comme non humaines et d'englober toutes les disciplines traitant de la question des structures sociales et des comportements sociaux qui se présentent aujourd'hui en ordre dispersé, éthologie ou écologie comportementale, paléoanthropologie, préhistoire, histoire, anthropologie et sociologie. Comment articuler alors biologie évolutive et sciences sociales sans que les secondes, les sciences sociales, ne se sentent en danger d'extinction? En 1963, le grand biologiste états-unien Theodosius Dobzhansky affirmait que l'homme n'est réductible ni à son évolution biologique, il disait l'homme n'est pas un sac d'ADN, ni à son évolution culturelle, comme le prétendent nombre de chercheurs en sciences sociales. Il appelait ainsi à œuvrer à une articulation de la biologie et des sciences sociales qui évite le piège du réductionnisme. Je pense, écrivait-il alors, que la situation est mûre pour une synthèse. Si le diagnostic et les arguments étaient pertinents, les forces institutionnelles et disciplinaires n'ont toujours pas permis, 60 ans plus tard, la réalisation d'une telle synthèse. Certains penseront que si le programme n'a pas été réalisé, c'est qu'il était irréalisable et même irréaliste. Je pense au contraire que cela est réaliste et atteignable à condition de poser correctement les problèmes. 3 grands points de connexion entre biologie et sciences sociales me semblent pouvoir faire l'objet d'une réflexion commune. Le premier point, on peut dire que une partie de la biologie est une sociologie qui s'ignore. Comme je le rappelais à l'instant, il existe des sociétés animales et ces sociétés constituent l'objet de l'éthologie ou de l'écologie comportementale qui sont des branches de la sociologie. Le social précède de loin le social humain, or l'anthropologie, science de l'homme, et la sociologie ont réduit le social à la socialité humaine. Comme l'ont écrit les sociologues états-uniens Jonathan Turner et Richard Machalek, bien que la plupart des sociologues contemporains aient été convaincus par l'affirmation de Durkheim, selon laquelle les faits sociaux sont le sujet distinct de la sociologie, peu d'entre eux sont conscients que les faits sociaux sont loin d'être uniques aux humains. Il faut dire que Durkheim a fait un choix théorique, lourd de conséquences, en décidant de faire débuter le social avec l'espèce humaine, confondant ainsi le culturel et le social, et d'ignorer ainsi non seulement les premiers résultats de la biologie évolutive, parmi lesquels ceux de Darwin et de nombreux zoologues, mais aussi ceux de la préhistoire et de la paléontologie et ceux de l'anthropologie états-unienne de son époque avec, entre autres, l'œuvre monumentale de Lewis Henry Morgan. En France, Alfred Espinasse a été l'un des rares à avoir essayé, au moment de la fondation française de la sociologie, de faire admettre l'idée que la sociologie ne devait pas s'en tenir à l'étude de l'homme, mais devait s'étendre à celle de toutes les formes de vie sociale observables dans l'ensemble des espèces animales. L'habitude que nous avons collectivement contractée d'opposer l'homme et l'animal et de faire correspondre à cette opposition celle entre la sociologie et la biologie est une mauvaise habitude qui repose sur des prémices erronées. En effet, l'homme est un animal parmi les animaux et la partie de la biologie qui s'occupe d'étudier les formes de vie sociale des animaux non humains, l'éthologie et l'écologie comportementale, est une sociologie qui s'ignore. Les éthologues qui étudient les comportements sociaux ou les structures de la vie sociale chez les animaux non humains devraient, en toute logique, s'appeler sociologues des sociétés non humaines. Car il y a autant d'écart entre l'éthologue et le biologiste moléculaire ou même l'anatomiste qu'entre ces derniers et le sociologue.
Chaque discipline, que ce soit la physique, la chimie, la biologie, l'éthologie, la psychologie, la sociologie, toutes les disciplines étudient un ou plusieurs niveaux particuliers de structuration du réel. Par exemple, la physique travaille autant sur l'infiniment grand que sur l'infiniment petit. De même que la biologie travaille autant au niveau cellulaire qu'au niveau des organismes ou des comportements animaux ou humains. Et lorsque ce niveau concerne les rapports sociaux et les comportements sociaux des individus, quels qu'ils soient, abeilles ou drosophiles, oiseaux ou reptiles, rats ou chauves-souris, chimpanzés ou hommes, alors il devrait être question de sociologie. En toute logique, la sociologie devrait donc étudier aussi bien les formes de vie sociale des animaux non humains que celles des animaux humains. Les biologistes du comportement, les éthologues, les écologues du comportement ou les spécialistes de la vie sociale de telle ou telle espèce, les ornithologues, les myrmécologues, les primatologues, etc., devraient s'appeler sociologues et être formés au moins autant en sociologie qu'en biologie. Des sociologues à l'esprit évolutif, parmi lesquels Richard Machalek, que j'ai déjà cité, ont commencé il y a quelques dizaines d'années déjà à promouvoir l'étude des sociétés non humaines, et notamment les formes fondamentales de coopération et de conflit, les hiérarchies de dominance, la division du travail, les modes de communication, les coalitions et leur formation, les structures et la dynamique des réseaux, la cohésion et la solidarité des groupes, ou les modes d'exploitation sociale. Ils ont ainsi montré, je les cite, comment les études biologiques du comportement social des animaux peuvent être améliorées par l'utilisation judicieuse de concepts sociologiques. Ce constat inverse donc le classique mouvement de biologisation du social, avec la sociobiologie notamment, pour aller vers une sociologisation du biologique, dans la mesure où une partie de la biologie évolutive et de l'éthologie détient les clés de ce qui est sociologiquement commun à toutes les sociétés humaines. Si les choses étaient scientifiquement bien faites, la sociologie devrait couvrir l'ensemble des manifestations de la vie sociale dans l'ensemble du vivant, des bactéries aux humains, en passant par les végétaux, les champignons et les animaux non humains. L'anthropologie, qui a été historiquement la plus proche de la biologie, du fait de la cohabitation au sein des départements universitaires, au moins aux États-Unis et au Canada, des anthropologues sociaux avec des anthropologues physiques, des paléoanthropologues et parfois même des primatologues, a néanmoins, de par son statut de science de l'homme, anthropos, fait obstacle à la prise en compte du social non humain. Par définition, la sociologie est la discipline qui aurait pu et même dû remplir cette fonction. Mais le choix d'écarter une tentative comme celle d'Alfred Espinas en a décidé autrement. Loin de naturaliser le monde humain comme on le craint souvent, les travaux éthologiques sur les animaux sociologisent des animaux longtemps placés sommairement du côté de la nature, de l'inné, de l'instinct, du génétiquement programmé, en mettant en évidence le fait qu'eux aussi entretiennent des liens sociaux réguliers, des rapports de domination, des formes d'apprentissage et de transmission culturelle, qu'eux aussi possèdent des systèmes de communication et font usage d'artefacts et notamment d'outils, et que c'est la possibilité ou non d'entrer dans des processus proprement historiques en cumulant les avancées techniques ou culturelles qui distinguent essentiellement les animaux humains des animaux non humains. Si le social n'est pas réservé à l'espèce humaine, alors il faut prendre acte d'une grave confusion qui caractérise la pensée des sciences sociales. Celles-ci confondent ordinairement le social, le culturel et l'historique. Or, si le social est présent dans l'ensemble du monde vivant, le culturel, lui, n'apparaît que timidement chez un grand nombre d'espèces animales. La création culturelle foisonnante comme la cumulativité culturelle sont propres à l'espèce humaine. Et l'histoire n'est que la conséquence de cette profusion culturelle et de la dynamique de la cumulativité lorsqu'on les considère dans le temps. Le culturel caractérise donc de nombreuses sociétés, humaines et non humaines, mais les phénomènes de création culturelle continue et de cumulativité culturelle séparent clairement les sociétés humaines des autres types de sociétés.
Pour résumer, on peut dire que, premièrement, tout ce qui est social n'est pas culturel, alors que tout ce qui est culturel est nécessairement social. Deuxièmement, tout ce qui est social n'est pas exclusivement humain. Troisièmement, l'ensemble des comportements des animaux non humains ne devrait donc pas être redevable d'une analyse strictement biologique. Quatrièmement, toute culture n'est pas forcément cumulative. Cinquièmement, seule l'espèce humaine combine le fait d'être sociale, culturelle et cumulative, et que par conséquent, et c'est le sixième et dernier point, seules les sociétés humaines sont pleinement historiques. Le deuxième point de connexion sur lequel je vais revenir, et ce sera beaucoup plus court que le premier point, la culture, en fait, prend sens dans une longue histoire évolutive et a donc une origine biologique. Donc, c'est les origines biologiques du culturel. L'espèce humaine a compensé sa fragilité physique congénitale par l'invention et l'usage d'artefacts et de savoirs transmis culturellement de génération en génération. Considérés d'un point de vue évolutionniste, la culture, savoir, savoir-faire, artefact, est donc une solution adaptative particulièrement efficace, une façon inédite de s'adapter plus souplement et plus rapidement à l'environnement et à ces changements que les adaptations génétiques par sélection naturelle, qui procèdent par sélection progressive sur le temps long, des membres de l'espèce possédant les caractéristiques les plus favorables à la survie. Comme le disait le biologiste Edward Wilson, la sélection naturelle a ajouté à l'évolution génétique la voie parallèle de l'évolution culturelle, et ces deux formes d'évolution sont liées d'une certaine manière. Comparée à la transmission génétique de caractères avantageux sélectionnés, la culture permet en quelques générations seulement, et parfois même au cours d'une même génération, de trouver les moyens de modifier avantageusement l'environnement ou le rapport à l'environnement. C'est ce que notait le paléontologue Stephen Jay Gould. Je le cite, « Tout ce que nous avons réalisé depuis les hommes de Cro-Magnon et qui constitue le plus profond bouleversement que notre planète ait connu en un laps de temps si court, depuis que sa croûte s'est solidifiée il y a près de 4 milliards d'années, est le produit de l'évolution culturelle. L'évolution biologique, darwinienne, se poursuit au sein de notre espèce, mais son rythme, comparé à celui de l'évolution culturelle, est d'une telle lenteur que le rôle qu'elle joue sur l'histoire de l'Homo sapiens est bien mince. Ce qui permet à l'évolution culturelle de progresser à une telle vitesse, c'est que contrairement à l'évolution biologique, elle le fait sur un mode lamarckien. Lamarckien, ça renvoie au naturaliste français Jean-Baptiste Lamarck, c'est-à-dire par la transmission des caractères acquis. Une génération peut communiquer à la suivante tout ce qu'elle a appris par l'écriture, l'instruction, l'inculcation, les coutumes, la tradition, et par une quantité de méthodes que les hommes ont conçues pour assurer la continuité de la culture. L'exemple récent des vaccins contre le SARS-CoV-2 permet aisément de comprendre cet avantage sélectif de la solution culturelle au problème de l'adaptation. On sait que tous les individus d'une population sont inégalement préparés à résister aux différents virus qu'ils rencontrent. Certains en sont porteurs, mais sont asymptomatiques, tandis que d'autres tombent malades, et parmi les malades, ceux qui ne souffrent de la maladie que durant quelques semaines se distinguent de ceux qui sont hospitalisés et de la minorité de personnes qui entrent en réanimation ou meurent. Sans vaccin, la sélection naturelle jouerait pleinement son jeu, et les plus fragiles mourraient, laisseraient moins de descendants, augmentant la proportion de ceux qui sont plus résistants. Produit de l'évolution biologique, l'action culturelle de l'homme permet donc de compenser ses faiblesses et change la nature de l'évolution en modifiant les pressions sélectives qui pèsent sur l'espèce. Dans toutes les espèces, il existe un équilibre entre instinct et éléments appris. Même les insectes, chez qui la part du génétiquement fixé est particulièrement grande, n'ont que des réponses
non pas que des réponses, préprogrammées à des situations problèmes. Mais la part de plasticité cérébrale et comportementale est la plus grande chez Homo sapiens, qui transmet de la culture, apprend, mémorise et invente en permanence de nouveaux éléments, lui permettant une adaptation aux situations changeantes. La transmission culturelle est donc une solution adaptative beaucoup plus efficace que la transmission génétique, qui demande infiniment plus de temps pour que puisse s'opérer l'adaptation par les moyens de la sélection naturelle. Cependant, malgré l'hyperplasticité humaine, l'apprentissage, habituation, expérience individuelle ou apprentissage social par imitation, a précédé de loin la naissance du genre Homo, car la culture n'est pas une solution biologique au problème de l'adaptation qui est sorti du néant. Parce qu'il sépare radicalement l'homme de l'animal et parce qu'il trace une ligne de fracture entre l'animal qui serait du côté de la nature et donc des sciences naturelles et l'homme qui relèverait de la culture et par conséquent des sciences de la culture, les chercheurs en sciences sociales pensent en termes de couple d'opposés, nature-culture, inné-acquis, instinct-apprentissage, hérédité, environnement, gène, culture, etc. Alors que les deux niveaux de réalité se mêlent en permanence et qu'il est impossible de tracer une frontière aussi nette entre l'homme et les autres animaux. Ces oppositions statiques n'ont aucune espèce de pertinence d'un point de vue scientifique dès lors que l'on adopte une perspective évolutive. Au lieu de séparer l'homme du reste du vivant, il faut au contraire le réinscrire dans une évolution historique de très longue durée. Quand on adopte un tel point de vue, chacune de ces oppositions tombe, car le caractère social de l'espèce humaine, comme son caractère culturel, apparaissent comme une conséquence ou un produit de l'évolution des espèces. Ces propriétés sont dans la nature de l'homme en tant qu'espèce, et la socialité, comme l'ensemble des caractéristiques culturelles d'Homo sapiens, sont des produits de la sélection naturelle. Autrement dit, on peut dire que l'espèce humaine est culturelle par nature, et comme le disait le grand historien britannique Eric Hobsbawm, l'histoire est la continuation de l'évolution biologique de l'Homo sapiens par d'autres moyens. Le troisième et dernier point de discussion avec la biologie, avec les sciences naturelles, est lié au fait que le culturel contribue lui-même à transformer le biologique. Une partie des travaux de la biologie évolutive met en évidence une coévolution gène-culture. Darwin pense fondamentalement les transformations du vivant comme une adaptation des organismes à leur milieu de vie, et des chercheurs ont fait apparaître l'aspect dialectique de cette relation organisme-environnement ou organisme-milieu, soulignant l'effet en retour des organismes sur le milieu qui est en partie aussi construit par l'action des organismes. La théorie dite de la construction de niche, centrale pour comprendre l'évolution récente de l'humanité, le dérèglement climatique notamment, montre qu'en créant une grande partie de l'environnement dans lequel ils vivent, les humains exercent par leur activité propre des pressions sélectives en retour sur leur mode de vie et leur biologie. Les exemples classiques, mais classiques en biologie et peu connus des sociologues, de cette coévolution gène-culture ou organisme-milieu sont la capacité à supporter la fumée du bois depuis la maîtrise et l'usage régulier du feu, la capacité à digérer le lait, lactose, après la période de l'enfance grâce à une enzyme appelée lactase, depuis la pratique de l'élevage d'ovins et de bovins et la sélection de populations humaines porteuses de versions d'un gène qui code la synthèse permanente de l'enzyme nécessaire à la digestion du lait frais. Le dimorphisme sexuel aussi de taille, lié en partie à l'inégalité d'accès aux protéines des hommes et des femmes sur une longue période de temps, etc., etc. L'espèce humaine n'est pas la seule à fabriquer en partie son environnement. On peut penser classiquement au travail de construction de barrages chez les castors ou à la construction de nids ou de terriers chez nombre d'insectes, d'oiseaux et de mammifères, mais elle est la seule à modifier aussi fortement son milieu de vie, physiquement, chimiquement et même biologiquement, au point de détruire la biodiversité, d'organiser d'immenses concentrations d'animaux
et d'engendrer du même coup des zoonoses à l'origine d'épidémies, comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure. Quelques mots, enfin, rapides de conclusion. J'espère, par cette conférence, avoir contribué. Alors, j'ai essayé de mêler aussi, surtout, j'ai essayé de mêler dans cette conférence des références aux sciences naturelles et aux sciences sociales. Et j'ai essayé de contribuer à montrer que s'intéresser aux travaux de la biologie, de la médecine ou de l'éthologie ne conduit pas à parler de déterminisme génétique des comportements sociaux ou de réductionnisme biologique. C'est à une pratique des sciences sociales sûre d'elle-même et ouverte sur les autres disciplines que j'invite sociologues, anthropologues, historiens, car à trop vouloir étudier les systèmes socio-humains comme des systèmes fermés sur eux-mêmes, on perd une partie importante de ce qui explique le développement des sociétés humaines qui ont eu à faire face en permanence à de nouveaux défis dans leurs interactions avec le monde physique et vivant. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup. La communauté de sociologie d'Amérique latine. Merci. On te remercie infiniment aussi à toi, Bernard, pour cette magnifique communication dans cette inauguration du congrès ALAS 2022. Merci beaucoup. Je souhaite dire que vraiment, je regrette de ne pas être avec vous et de ne pas pouvoir répondre à quelques questions, par exemple. C'est les conditions. Merci, voilà. Merci de toute façon infiniment. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.